Bien, ainsi se terminent nos travaux. Le temps a passé très vite. Je voudrais signaler et saluer en même temps la présence parmi nous. J'ai eu l'occasion de saluer la présence d'Émilie Benet de Rivière, de Pierre Miquel. Et ce matin, nous avons été rejoints par Vincent Montrieux, sous-directeur de la qualité et du cadre de vie au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Merci de votre présence. Je pense bien sûr que vous étiez très intéressés par les propos qui ont pu être tenus. En tous les cas, je peux témoigner, vous n'avez cessé de noter et d'enregistrer. Je voudrais aussi, bien sûr, je remercierai à la fin tous les intervenants, mais je voudrais saluer celui qui vient de terminer son intervention, c'est Jean-Baptiste Blanc, sénateur, qui a été très à l'écoute de la Fédération des Scots tout au long de l'élaboration de la loi Climat et Résilience. Merci Jean-Baptiste. Parce que, grâce à lui, d'autres parlementaires également, bien sûr, nous ont soutenus, à l'Assemblée également, mais le Sénat a fait un travail remarquable sur la loi et Jean-Baptiste Blanc a été vraiment très, très moteur et c'est important pour nous d'avoir des relais. C'était un des objectifs de la Fédération quand j'ai souhaité la créer en 2010, donc je tiens à le redire et là on a vraiment eu un interlocuteur de qualité et ça continue puisque nous venons d'être auditionnés il n'y a pas si longtemps, notamment sur la problématique de la fiscalité qui est un peu mon dada parce que depuis des années, je répète que j'ai été parlementaire et je le disais déjà, nous avons la fâcheuse habitude dans notre pays et quels que soient les gouvernements, on raisonne d'un côté urbanisme et d'un autre fiscalité. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que cela et souvent les choses sont liées et aujourd'hui on en arrive quasiment à des injonctions qui sont contradictoires en matière de fiscalité par rapport à un objectif comme zéro artificialisation nette. Mais je vais le redire dans mon propos, rassurez-vous qu'il ne sera pas très long. Alors, bien, nos échanges de ces 2 derniers jours ont été riches, ou de ces 3 jours, on peut dire même. Nous avons pu mesurer l'intérêt d'écouter nos partenaires pour identifier les mutations en cours et ce que nous avons à résoudre pour l'avenir de nos territoires. Nous connaissons les horizons à atteindre. On l'a dit, répété, tout le monde les sait ici, les connaît, zéro artificialisation nette, zéro carbone d'ici 2050. Apporter en responsabilité notre contribution à la résolution des défis climatiques, énergétiques, alimentaires, à l'adaptation de nos territoires et des modes de vie des habitants, à la mutation économique et commerciale, c'est notre volonté et ça fait partie de nos objectifs. Nous avons donné des clés d'action et de réflexion pour nous engager vers de nouveaux modèles d'aménagement. Il existe un chemin emprunté, à adapter à la réalité de nos territoires et vous avez tous maintenant des leviers d'action entre vos mains. Certainement, il y en aura peut-être d'autres encore à trouver ou à faire émerger. Mais nous l'avons vu ces 2 derniers jours, si les pistes d'action existent, elles nécessitent aussi de mettre en place des mesures d'accompagnement de la part de l'État, de la part aussi des régions, de la part des départements. Et nous prendrons notre part. Qu'attendons-nous de l'État? Nous attendons de l'État qu'il accueille tout d'abord avec confiance les projets politiques que les élus du bloc local construiront pour répondre aux défis en ne limitant pas son analyse à une approche arithmétique mais plutôt qualitative et transversale des stratégies territoriales qui seront proposées pour 2026. Nous attendons également de l'État, et ça a été évoqué à plusieurs reprises, qu'il revoie le modèle fiscal français pour garantir l'autonomie des collectivités, le financement de la politique ambitieuse qu'il a initiée dans la loi Climat et Résilience et que cette fiscalité permette de lutter contre l'artificialisation et de financer les enjeux de la restauration
de la renaturation, qui sont énormes, mais aussi de réhabilitation énergétique qui sont tout aussi conséquents. Pour ne donner qu'un exemple, en matière de restauration, de rénovation énergétique, on va exclure, de par la loi climat et résilience, les appartements ou les logements, plutôt les logements qualifiés F et G. Ça représente 13% du parc de logements en France. Ils ne seront plus louables. Pour les remettre en état, ça représente une dépense que nous estimons à 450 milliards d'euros. Ça vous montre le gap à franchir. Alors je le disais, bien sûr que c'est un enjeu tout à fait considérable et donc il faut que nous réfléchissions et que l'État entende bien cette nécessité de massification du renouvellement urbain, de changement de modèle d'aménagement du territoire. Nous attendons également de l'État qu'il accompagne le déploiement d'une ingénierie dans les collectivités à l'échelle des SCOT, des intercommunalités, des communes, pour accompagner cette révolution d'aménagement qui va percuter toutes les politiques publiques sectorielles et nécessiter de la créativité et de l'expérimentation de nouveaux modes de faire. Il est évident que dans les grandes métropoles, les grandes agglos, on saura trouver l'ingénierie. Mais je le dis depuis des années, je l'avais déjà dit à Nantes, à Cécile Duflot, à l'époque, aujourd'hui, la problématique de l'ingénierie est très prégnante, notamment et surtout dans les territoires ruraux. Les territoires ruraux n'ont pas l'ingénierie nécessaire et indispensable et il faudra pouvoir la leur apporter. Sinon, nous serons en échec pour atteindre nos objectifs. Très important, cette notion d'ingénierie. Bien sûr, ceux qui sont dotés d'une agence d'urbanisme ou qui ont des effectifs, une ingénierie suffisante, certaines villes moyennes, les agglos, mais en milieu rural, et il existe des SCOT très ruraux. Je rappelle aussi qu'il existe encore, même s'ils ne sont pas très importants, des territoires qui ne sont pas couverts par les SCOT, mais ils se réduisent. On attend également que l'État mette en place des mesures d'accompagnement à la hauteur des enjeux. L'aide à la pierre. Tout à l'heure, on évoquait le coût de la rénovation d'un bâtiment ancien, dégradé, qui évidemment est bien supérieur à la construction du neuf. Si l'on n'arrive pas à inverser cela, on n'obtiendra pas, on n'arrivera pas à notre résultat. Donc, bien sûr, il faut qu'on travaille sur que l'État nous apporte des solutions en matière d'aide à la pierre, de fonds friches, ça a été dit, de financement des EPF. Mais également des mesures pour structurer la filière de l'artisanat, pour faire face au volume de renouvellement urbain et de réhabilitation et de reconstruction qui vont devenir prioritaires. Je voudrais aussi dire, et ça a été assez peu dit durant ces rencontres, que si dans une opération cœur de ville, on dispose d'outils pour reconquérir des bâtiments dont les propriétaires ne s'inquiètent pas ou qu'ils laissent volontairement en place sans y faire de travaux, parfois pour des raisons multiples et variées, mais parfois aussi pour des raisons fiscales, entre autres. J'ai pu constater partout en France que les maires ruraux sont particulièrement démunis législativement pour récupérer du bâti rural dégradé ou simplement inoccupé. Et ça représente un nombre considérable. On a les chiffres ont été cités tout au long de ces rencontres. Et là aussi, il faut trouver des outils. Dans les opérations de cœur des villes, j'ai pu observer qu'on a bien su mobiliser les ORI, les opérations de restauration immobilière. Mais le maire rural n'a pas ni la possibilité ni l'ingénierie pour lancer une DUP tout seul, il y arrivera difficilement. Et pourtant, il y a là un enjeu qui est majeur dans la reconquête du bâti dégradé en milieu rural. Et puis, bien sûr,
on attendra également des régions dans le cadre de leurs SRADET, des SAR, des SDRIF, PADUC. Nous attendons qu'elles clarifient le projet régional d'aménagement du territoire. Les priorités prennent en compte les propositions des conférences des SCOT. On attendra aussi qu'on explicite les volumes de production d'ENR, d'énergie renouvelable, à produire dans le projet régional qui décline programmation pluriannuelle de l'énergie. Et pour que les élus locaux puissent dire comment ils pensent y participer en responsabilité. Nous attendons également des régions qu'elles orientent leur financement contractuel et européen vers la mise en œuvre des orientations du SRADET, portées par des communes, par des acteurs privés et par des associations, des intercommunalités. Tout cela va conditionner bien sûr le résultat. Et nous attendons également qu'elle finance l'ingénierie à hauteur et à l'intérieur des collectivités pour accompagner le changement de modèle. Nous rappelons un changement de regard sur l'ingénierie qui figure dans les dépenses de fonctionnement des collectivités, qui grèvent les capacités d'investissement et sont concernés par le pacte de Cahors. L'ingénierie supplémentaire dont nous avons besoin pour le changement de modèle est un investissement pour l'avenir et il doit changer en interne les collectivités. Il doit challenger en interne les collectivités. Nos organisations, trop en silo et pas assez transversales, permettent d'interroger nos politiques sectorielles, nos projets du quotidien pour s'assurer qu'ils permettent le changement de trajectoire prévu dans la stratégie territoriale. Des départements, nous attendons qu'ils aient une part, qui ont une part de la taxe d'aménagement, nous attendons qu'ils mobilisent leur CAUE sur des réflexions, sur des nouvelles formes urbaines, leur service espace naturel sensible et remembrement rural sur les enjeux de renaturation, qu'ils mettent leur énergie au service des collectivités et qu'ils nous accompagnent sur le modèle de transition énergétique et sur les enjeux de cohésion sociale dans nos territoires. Et puis les acteurs privés, nous attendons leur capacité d'innovation, leur expertise du modèle économique et que nous puissions construire de nouveaux partenariats permettant de discuter préopérationnel dans un esprit de dialogue compétitif en amont de la révision de nos documents d'urbanisme. Pour qu'ils soient les plus efficaces et opérationnels possibles et que nous puissions faire de la péréquation demain entre la valeur créée dans les extensions, le renouvellement urbain, la création des logements aidés et la renaturation. Par exemple, en pilotant cela par des permis multisites qui ne seraient plus réservés aux seules opérations de revitalisation rurale. Et nous, élus du bloc local, engageons-nous en responsabilité dans le changement de trajectoire de nos territoires, dans le travail avec les habitants pour favoriser l'acceptabilité sociale de ces changements qui vont impacter leur mode de vie. Bon travail, bon courage, chers collègues, soyons fiers de participer à ce moment historique de l'aménagement du territoire. Nous l'avons dit, nous voulons choisir, pas subir. Je sais qu'ici, je m'adresse à des convaincus, mais nous avons à partager cette parole et à la faire percoler sur l'ensemble du territoire. Et pour conclure, enfin, je vais vous donner rendez-vous déjà à l'année prochaine. L'année prochaine, les rencontres nationales des SCOT se dérouleront le 14, 15 et 16 juin 2023 et ce sera dans le SCOT du Sud-Gard qui nous accueillera et j'appelle son président à venir me rejoindre.